Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, dimanche, le jour de la petite vidéo. Enfin, une vidéo que je pense qui va être assez longue. Je voulais vous parler aujourd'hui du journal. Alors, j'ai fait un journal, j'ai parlé du journal de jour. Je voudrais parler cet après-midi du journal de la nuit, du journal des rêves, puisque lorsque j'ai fait cette vidéo sur le journal du jour, j'ai quelqu'un qui me suit sur le défi des 100 jours, puisque je fais partie du défi des 100 jours sur le site de Lilou Massé. Et il y a une internaute qui m'a parlé justement du journal des rêves, du journal de la nuit, et je lui avais dit effectivement que c'était une intervention pertinente parce que le journal des rêves nous permet de mieux nous construire, également de mieux avancer dans la découverte, dans la création de soi et de sa propre personnalité. Voilà. Donc, je vais parler aujourd'hui du journal de la nuit, du journal des rêves. Et le journal de la nuit est vraiment une méthode très intéressante. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est essentiellement la période où on lâche prise. C'est le temps de l'abandon. C'est le temps de la détente. Essentiellement, c'est le temps vraiment où, de toute façon, on ne peut plus poursuivre les buts de sa journée. C'est trop tard. C'est le temps du calme. C'est le temps du silence. Et par conséquent, on peut vraiment, là, complètement baisser les armes et se laisser aller à tout ce que nous procure la nuit. Moi, je suis une veille tard. Voilà, je me couche tard. J'aime beaucoup créer la nuit. Et je me suis aperçue que durant cette période de calme, de silence, d'introspection, eh bien, les idées se faisaient beaucoup plus fortes, voire très intenses. Oui, il y a une acuité des idées, une acuité des sensations, parfois même à la limite de la clairvoyance, de la voyance ou de la médiumnité. On a des idées la nuit qu'on n'a pas le jour. Parce que pourquoi? Parce que le jour, on est très préoccupé par autre chose, par des problèmes tout simplement matériels. Et la nuit nous permet de vraiment de nous ouvrir à d'autres dimensions inexplorées, d'autres dimensions de l'être. Alors bien sûr, la nuit nous permet justement d'avoir accès à cette part d'intimité et puis aussi d'universalité. Alors, pourquoi parler du langage des rêves? Eh bien, parce que les rêves, c'est aussi cette porte ouverte sur tout ce qui est inconnu le jour par notre conscience. Et on sait très bien que les rêves, c'est le langage de l'inconscient. Je ne vais pas reparler de Freud, de Lacan, hein, qui parle justement de cette partie non maîtrisée que nous avons tous en nous, cette pulsion, enfin ce réservoir de pulsions, ce réservoir d'imaginaire et de rêves, parfois même de fantasmes complètement inavouables que nous portons tous en nous et que nous bridons le jour. Alors moi, j'aime pas trop ce terme d'inconscient. Je préfère nettement l'appellation de Jung, hein, qui substitue à l'inconscient la notion d'âme. Hein. Jung est vraiment le psychologue qui parle d'âme et qui va même jusqu'à dire que c'est un vaste océan universel. Et c'est vrai, c'est vrai. Nous portons tous en nous cette part d'universalité. Et donc, pourquoi tenir un journal de la nuit? Eh bien, parce que justement, ces sensations qui sont très aiguës, qui sont très fortes, on ne les a pas le jour et il faut les noter parce qu'on se rend compte qu'au réveil, tout ce qu'on a ressenti la nuit, on l'a très vite perdu. Et donc, il faut noter ça très très vite et pourquoi pas le noter avant de se coucher. Prendre un petit carnet et noter tout ce qu'on a ressenti juste avant de se coucher, les questions que l'on s'est posées, les problèmes, les soucis qu'on a aussi, sur lesquels on travaille. Et ça va nous permettre de diriger nos rêves pendant le sommeil. Les rêves peuvent être dirigés pendant le sommeil par des questions, par des
on peut poser des questions à l'univers. Moi, je crois beaucoup à cette notion d'univers qui est à l'écoute de tout ce qu'on peut lui demander. Et le travail va se faire pendant le sommeil, puisque justement, nous avons baissé la garde et que c'est là que nous sommes beaucoup plus réceptifs aux messages. Alors, moi, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. Pendant l'enfance, je ne me souvenais pas beaucoup de mes rêves, mais plus le temps passe et plus je lis des choses sur le développement personnel, sur la spiritualité, plus finalement cette mémoire des rêves s'ouvre. Et maintenant, je me souviens systématiquement de mes rêves. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas de leurs rêves, c'est pas très grave. Il faut bien savoir que c'est un travail qui se fait progressivement et que plus vous allez porter votre intérêt justement au journal des rêves, plus vous allez vous souvenir de vos rêves faits pendant la nuit. Alors, quand on se souvient de ses rêves, on se rend compte au réveil que le rêve est vraiment très intense. Les rêves sont très intenses. On voit des couleurs qui sont beaucoup plus, parfois beaucoup plus vives que pendant l'état de veille. Les sensations aussi sont multipliées. Et le temps, c'est une autre temporalité dans le rêve. Le temps se suspend. Et quand on se réveille juste après un rêve, on se rend compte que, bon, parfois, on n'a pas rêvé très longtemps. Hein. On a peut-être rêvé 1 minute ou, on va dire, 30 secondes. Mais finalement, on a l'impression que le rêve a duré. Et c'est justement cette différence de temporalité qui est très intéressante à exploiter, qui va nous permettre justement de collecter toutes ces sensations visuelles, auditives, tout ce qu'on a recueilli dans le rêve, nos sentiments aussi, sur une page pour pouvoir après travailler dessus. Parce que bien entendu, le rêve, on le reçoit, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est toute la question. C'est vraiment, d'ailleurs, les poètes ont beaucoup travaillé sur les rêves. Hein. Je parlerai du surréalisme un peu plus tard, mais justement, quand j'étais à la fac de lettres, il y a une formule qui m'a toujours frappée, c'est celle de Nerval, hein, dans Aurélia. Il parle justement de l'épanchement du rêve dans la vie réelle. Et c'est ça. C'est-à-dire que si on se souvient bien de ses rêves et si on y prête une grande importance, on pourra s'apercevoir que dans la journée, le rêve, il est encore très présent, qu'on l'a gardé en soi et on peut retrouver son atmosphère, ses sensations, même sa saveur, même au travail, même lorsqu'on va qu'à ses activités quotidiennes. Ça, c'est la première chose. Alors, comment tenir un journal de rêve? Il faut bien entendu ne pas être trop exigeant avec soi-même. Quand on se réveille le matin, on sent qu'on a fait un rêve très important et qu'on n'a pas le temps de le noter, de le rédiger complètement, eh bien, il suffit tout simplement de noter les motifs, les symboles qui sont apparus, l'atmosphère. Je vais en parler un peu plus tard parce qu'il y a un excellent livre sur les rêves. Je vais vous présenter donc les symboles, l'atmosphère, les sensations qu'on a éprouvées, ça c'est très important, et les sentiments. Parce que c'est ça qui va déterminer si le rêve est positif, si le rêve est négatif et qu'est-ce qu'il va nous enseigner. Parce que même un rêve négatif nous enseigne beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est surtout les rêves négatifs qui nous enseignent beaucoup de choses. Et on en fait beaucoup la nuit, c'est normal. Et une fois qu'on aura le temps, à la fin de la journée, eh bien, pourquoi pas rédiger le rêve complètement avec des phrases complètes hein, dans son journal, même dans son journal intime, pour pouvoir travailler dessus. Alors, rêver est un art. Et justement, donc, je vais vous parler de ce livre de Nicole Gratton, L'art de rêver, dans la collection J'ai lu Bien-être. Vraiment, bon, c'est un livre, je pense, qui est tout à fait abordable. Hein. Moi, je l'ai acheté il y a assez longtemps. Je l'ai acheté aux alentours des années 2000. Et ce livre m'a beaucoup aidé dans une certaine période. Il m'a guidé justement dans la tenue d'un journal de rêve, puisque j'ai tenu ça pendant une certaine période. Maintenant, je fais autrement et j'expliquerai pourquoi plus tard. Alors, Nicole Gratton, qui est-elle? Eh bien, elle est titulaire d'un diplôme de médecine nucléaire. Elle a pratiqué en milieu hospitalier pendant 24 ans. Elle est conférencière, elle est animatrice d'ateliers depuis 1982. Donc, c'est vraiment, voilà, elle travaille dans la médecine, hein, c'est quelqu'un de très sérieux. Et elle a justement publié un très bel ouvrage sur les rêves.
Alors évidemment, je ne peux pas parler de tout l'ouvrage, hein, ce serait beaucoup trop long, mais pour le résumer, et la partie, je dirais, très intéressante de ce livre, c'est qu'elle a classé les rêves selon des catégories. Alors, quelles sont les catégories? Elle a parlé déjà des rêves réactifs. Alors, ces rêves réactifs, qu'est-ce que c'est? Ça permet justement à l'inconscient, à l'âme, lorsqu'elle a été agressée par quelque chose, de tout de suite l'exorciser. Ça permet justement de restaurer un équilibre perdu. Et le rêve permet ça. Alors, comment ça se passe? Eh bien, par exemple, on a été bloqué dans un ascenseur à quelques jours ou même la veille et ça nous a fait très peur. Eh bien, ça peut revenir sous la forme de ce rêve réactif avec cette sensation d'oppression, d'étouffement, de solitude ou de murs qui se rapprochent. Hein, voilà. Et là, on pourra tout de suite faire le parallèle avec l'enfermement dans l'ascenseur. Et le rêve va incorporer tous les sentiments de terreur ou de douleur même qu'on a pu ressentir lors de cet environnement, enfin de cette épreuve, pardon, et de cet environnement négatif. Elle nous parle également des rêves compensateurs. Alors le rêve compensateur, justement, comme son nom l'indique, obéit à la loi de compensation. Il permet de restaurer encore une fois l'équilibre de tous les corps, puisqu'elle a travaillé, comme beaucoup d'autres psychologues maintenant aujourd'hui, qui évoluent et qui intègrent toutes les théories spirituelles. Les rêves de compensation permettent de restaurer l'équilibre du corps émotionnel, du corps astral, du corps physique, enfin de tout ce qui est non visible. Et c'est lui qui va permettre également d'exorciser tous les sentiments inavouables qu'on ne va pas s'avouer parce que justement notre moi qui est le censeur ne va pas le tolérer en plein jour. On va se dire ouais, c'est pas bien que j'éprouve ça. Eh bien le rêve compensateur va éviter que ce sentiment négatif fasse des ravages en nous et creuse vraiment le terrain de la maladie. Parce que la maladie naît très souvent de ces rêves, justement, de ces sentiments négatifs qu'on n'a pas pu expurger dans les rêves. Par exemple, le rêve qui se rapporte à la jalousie. On peut éprouver un sentiment de jalousie très intense vis-à-vis d'une personne en plein jour, enfin dans le jour, et on va pas se l'avouer parce que c'est pas bien d'être jaloux de quelqu'un. C'est pas bien de l'envier, c'est pas bien ou c'est pas bien de vouloir le posséder, d'être possessif. Eh bien ça, le rêve va nous permettre de le voir dans la nuit. Et ainsi, eh bien, la partie déséquilibrée de l'être va pouvoir se restaurer. Et on va s'avouer que finalement on est jaloux. Bah oui, on est jaloux. Alors on est au-delà des critères du bien et du mal. Il ne faut pas se juger, il faut accepter ce sentiment, même s'il est négatif, et même si on nous dit qu'il n'est pas bien de jalouser quelqu'un. Eh bien oui, le rêve va nous montrer qu'on est jaloux. Et qu'est-ce qu'on doit travailler en nous pour justement cesser d'être jaloux? Parce que si on est jaloux d'une personne, c'est qu'on l'envie quelque part. Et qu'est-ce qu'on envie chez elle? Si on l'envie, ça veut dire qu'on a envie de posséder quelque chose d'elle. Enfin, on a envie d'avoir ce qu'elle a. Et comment cultiver ce qu'elle a en nous pour ne plus être jaloux. Voilà, ce rêve compensateur permet de développer ça. Ensuite, elle nous parle des rêves temporels. Alors, les rêves temporels qui concernent aussi bien le passé, le présent et le futur. Alors, les rêves temporels, eh bien, nous permettent de mettre en image les différentes parties de nous-mêmes, la partie masculine ou la partie féminine, et pour ceux qui y croient, même tout ce qui est vies antérieures. Alors, par exemple, elle raconte sa première année où elle a commencé à faire des conférences publiques. L'activité me demandait un effort considérable à cause d'une gêne excessive. Je fais le rêve suivant. Titre, le grand orateur. Dans un décor ancien, j'observe une foule de gens entassés le long d'une route en terre battue. Un homme à dos de cheval, portant redingote et haut de forme, s'avance en parlant très fort. Son discours impressionne les gens qui écoutent attentivement. Il est très à l'aise, sentiment, force et aisance. Vous voyez? Donc, elle a mis le titre du rêve, elle a mis le déroulement de la scène et ensuite ce qu'elle a ressenti. Au réveil,
je sais pertinemment que je suis ce personnage masculin. Je mets un certain temps à intégrer l'information et à faire le lien avec les conditions actuelles de ma vie. Puis je comprends. La timidité et la gêne que je ressens lors de ces conférences peuvent s'atténuer grâce au talent d'orateur d'une de mes personnalités passées. Le résultat amène une plus grande confiance en moi et une meilleure capacité de parler en public. Dans les périodes de doute, je revis cette scène où le brillant orateur éblouit une foule entière. La personne qui ne croit pas au phénomène de la réincarnation aura peu de chances d'accéder à ses vies passées. Le censeur, c'est-à-dire le moi, déviera l'information. Elle oubliera son rêve ou ne le reconnaîtra tout simplement pas. Si cette notion vous dérange, n'en tenez pas compte, elle n'est pas essentielle à la pratique de l'art de rêver. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle vraiment le rêve temporel qui est une forme d'initiation. Comment s'initier dans ce cas à la confiance en soi pour ne plus avoir peur de parler en public. Il y a également les rêves qui concernent le futur. Alors là, ce sont des rêves beaucoup plus particuliers qu'elle appelle rêve prophétique ou rêve prémonitoire. Voilà, les rêves prémonitoires existent, beaucoup de gens en font. Moi-même, à un certain moment, une fois, j'ai rêvé, j'ai vu l'appartement dans lequel j'allais habiter peu de temps après. Voilà, j'ai vu l'escalier en fer forgé. Alors c'était un appartement que je n'avais jamais visité, bien sûr, et j'ai vu l'escalier en fer forgé. J'ai vu la rampe, voilà, le plafond, la hauteur du plafond. Je me suis réveillée, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et 3 jours plus tard, j'ai visité cet appartement et je l'ai pris. Voilà. Donc ça, ce sont les énigmes de l'existence, et les rêves prémonitoires existent. Alors les rêves prémonitoires, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Ils nous enseignent parfois ce qui va arriver, ce qui est inéluctable, parce qu'il y a des choses qui font partie du destin. Ça, évidemment, on ne peut pas l'éviter, mais le rêve prémonitoire, dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va nous aider à mieux intégrer cette épreuve ou cet événement, puisqu'on y est préparé quelque part. Et puis, le rêve prémonitoire aussi peut nous mettre en garde. C'est un des futurs possibles, mais si on fait attention, on peut l'éviter, ce futur. Voilà, parce que ce n'est pas le meilleur futur pour nous. Et le rêve nous montre que ce n'est pas le meilleur futur pour nous, et justement, on va pouvoir l'éviter. Par exemple, toujours, puisqu'il y a une grande part d'autobiographie dans ce livre, Nicole Gratton donc tient toujours son journal de rêve, et elle nous parle justement d'un rêve d'escalier en feu qu'elle a fait. Titre, l'escalier en feu. J'arrive à mon travail et je vois dans un escalier un début d'incendie. Je décide de l'éteindre. Je réalise tout à coup qu'une de mes chaussures est brûlée. Sentiment, danger et vigilance. Ce rêve m'a permis d'être alerte afin d'éviter les désagréments d'une colère non contrôlée, le feu, qui était sur le point de se produire. Voilà, donc faut bien se dire que les rêves, ils sont toujours à notre service, et que même parfois, s'ils font très peur, je vais revenir sur les cauchemars, même s'ils sont parfois même dégoûtants, parce qu'il y a des rêves dégoûtants, ma foi, ils sont là pour nous dire quelque chose et il faut les accepter, ils font partie de notre route, ils sont là pour justement nous mettre en garde, nous protéger et nous sécuriser. Même la partie la plus insécurisante du rêve va nous permettre de nous sécuriser par rapport à notre vie réelle. Alors, elle parle également des rêves beaucoup plus spirituels, avec les rêves télépathiques. Par exemple, quand on rentre en contact avec soit une personne encore vivante, mais il y a une sorte de transmission de pensée, et le lendemain matin, tout d'un coup, on a un coup de téléphone de cette personne dont on a rêvé. Elle nous parle également de la rencontre avec les êtres décédés, où justement on peut dialoguer avec l'être disparu, et généralement cet être aussi il nous apparaît pour nous guider sur notre route. Et puis aussi la télépathie avec soi-même, où on peut échanger avec une partie de soi qu'on ne connaît pas toujours. Alors si par exemple on est très sérieux, on peut découvrir qu'en soi on a une partie frivole, on a une partie joueuse et enfantine, et ça permet justement d'échanger, de dialoguer. Et il est très intéressant le matin
d'écrire ce dialogue entre les deux parties de soi, la partie sérieuse et la partie frivole. Et qu'est-ce que la partie frivole a à nous apporter? Peut-être pour alléger notre vie, pour la rendre plus agréable et plus plaisante. Donc voilà pour le journal, enfin l'art de rêver de Nicole Gratton. Alors elle a fait un tableau justement de toutes les catégories de rêves. C'est peut-être pas très visible. Voilà, les rêves réactifs, compensateurs, temporels, prophétiques, télépathiques et spirituels. Oui, parce que les rêves spirituels aussi, bon, elle les englobe également dans les rêves prophétiques et télépathiques, mais les rêves spirituels, ça nous permet peut-être aussi de mieux comprendre notre sens de la vie sur Terre, pourquoi on est là. Et il y a un très beau passage justement où une de ses patientes raconte comment elle a pu se guérir d'un grand chagrin d'amour en rencontrant un guide spirituel qui lui a parlé. Elle retranscrit ses paroles. Hein. Bienvenue parmi nous, n'aie pas peur, nous sommes ici pour t'aider, te libérer. Nous connaissons ta tristesse et savons que tu es prête à mourir. Mais d'abord, viens à mes côtés. Nous allons réviser ta vie instant par instant, les bons moments et les mauvais. J'avance donc jusqu'à lui et nous passons en revue ma vie. Et ensuite, donc en rêve, elle boit de l'eau et lorsqu'elle boit cette eau, elle voit de la pâte blanche sortir de sa bouche et le sentiment de tristesse et de pesanteur a fait place à la béatitude incroyable et indescriptible. Voilà. Donc, il faut bien savoir que les rêves nous permettent d'opérer un réel travail sur soi et ils nous délivrent aussi de nos fantômes et de nos hantises. Et c'est grâce au journal de rêve qu'on peut justement travailler cette partie méconnue de soi qui nous fait si peur. Alors, voilà donc pour l'art de rêver de Nicole Gratton. Alors, quand on tient un journal de rêve, il est important de faire une liste de tous les symboles qui sont apparus. Même les symboles les plus dérangeants parfois. Et il ne faut pas avoir peur de les noter. Hein, par exemple, si on rêve d'excréments, eh bien, il faut noter qu'on a rêvé d'excréments. L'excrément, généralement, signe le fait qu'on se délivre de quelque chose de sale et il nous invite à transformer justement cette saleté en or, parce que l'excrément, c'est ça, ça symbolise la délivrance et le fait de se transformer, de se purifier. Voilà, parce que l'excrément aussi fertilise. Hein, et donc, c'est un bon signe de rêver d'excréments. Alors, même si ça nous semble dégoûtant, quand on se réveille le matin, on se dit, bah, j'ai rêvé d'excréments, c'est sale. Eh ben oui, mais c'est un bon signe. Ça nous permet justement de nous délivrer d'une mauvaise passe et comment faire de cette épreuve un fertilisant pour notre vie. Alors justement, pour tout ce qui est symbole, j'ai acheté il y a 3 ans le livre de Marie Coupal, Le guide du rêve et des symboles, de A à Z, tous les sens de votre rêve. Alors, c'est un livre très intéressant, c'est par ordre alphabétique. Alors, il y en a des quantités, hein, des dictionnaires de rêve. Hein. Vraiment, vous avez tout à fait le choix. Alors, il y en a qui se valent, d'autres qui se valent moins. Bon, moi, j'y vais par intuition, j'y vais pas par jugement. Si il y a des choses qui manquent dans ce dictionnaire, mais aucun dictionnaire n'est complet de toute façon. Hein, faut pas rêver. Et donc, je vais sur Internet, je prends je complète les significations. Alors, ce livre de Marie Coupal, eh bien, il y a une dimension très profonde. Hein. C'est un livre aussi qui n'exclut pas les explications spirituelles. Alors, il est bien sûr dans la psychanalyse. Hein. Il y a les notions de psychanalyse, de psychologie qui sont là, mais également la notion spirituelle. Par exemple, là, au hasard, je tombe sur la notion d'ambroisie. Hein. Alors, si on rêve d'ambroisie, alors c'est pas forcément un rêve qu'on fait tout le temps, hein, mais elle nous parle justement l'aliment de l'immortalité. Son apparition dans les rêves symbolise votre vie spirituelle, le développement de votre âme. Elle garantit le succès. D'après Homère, les dieux, les héros et leurs chevaux se nourrissaient d'ambroisie.
Boire ce nectar en rêve annonce le bonheur et une poursuite spirituelle, grâce à la communion divine qui permet le succès. Toute victoire se gagnant d'abord dans l'invisible, vous récolterez la prospérité due à des interventions multiples de l'autre monde. Voilà, donc elle passe en revue un petit peu tous les possibles. La locomotive, alors là c'est vraiment le rêve le plus fréquent. Hein. Rêve fréquent où nous voyons la locomotive tirer des wagons de voyageurs et de marchandises. Et là, elle prend toutes les situations possibles. Elle est le principe actif qui fait avancer la matière inerte. Elle représente donc le feu, la passion et la partie masculine. Et elle n'exclut pas également la symbolique sexuelle. Donc, elle est aussi dans la psychanalyse. Et en même temps, elle y ajoute également une dimension beaucoup plus, on va dire, spirituelle, voire un train sur locomotive. On a beaucoup de potentiel, mais pas suffisamment de feu sacré, de motivation, ou encore la personnalité n'arrive pas à extravertir l'idéal, etc. Voilà. Donc, elle nous permet un petit peu de passer en revue tous les symboles qu'on peut rencontrer dans nos rêves. Alors, évidemment, il n'est pas complet, hein, ce livre, mais il est quand même excellent pour mieux nous comprendre. Et d'ailleurs, elle a même recours à la mythologie, hein, puisque justement, lorsque j'ai expliqué le terme d'ambroisie, elle a fait référence donc à Homère, aux dieux, aux héros qui buvaient ce nectar. Donc voilà, c'est un livre qui est très riche sur le plan culturel, hein, puisqu'on y retrouve toutes les dimensions mythologiques, bibliques aussi. Hein, il y a des références bibliques, puisqu'il y a certains rêves qui sont vraiment ancrés dans ces textes fondateurs. Sinon, parfois, on n'a pas besoin d'aller forcément vers tout ce qui est très compliqué. Hein. Il y a parfois des rêves beaucoup plus basiques avec des symboles plus simples. Et pour ces symboles plus simples, eh bien, je me suis trompée de livre, je vais prendre l'autre. C'est celui-là, voilà. Donc, le dictionnaire, j'y suis. Le dictionnaire des rêves d'Isabelle Laurent. Alors, ce livre, je l'ai acheté dans un magasin ésotérique, on va dire, donc un peu particulier, il ne se trouve pas forcément à la FNAC. Peu importe, vous pouvez le commander n'importe où. Donc, c'est le dictionnaire des rêves, analyse et signification de tous vos rêves de A à Z. Alors, c'est un livre qui est beaucoup plus simple, hein, mais sans négativité. Hein. Voilà, donc on donne les différents motifs, les différents symboles qui apparaissent et puis l'explication à côté. Alors, ce qu'il y a de bien dans ce livre, c'est que les motifs, les symboles sont vraiment… c'est Isabelle Laurenti, elle va vraiment dans quelque chose de très précis au niveau des symboles. Par exemple, la bulle, on ne le trouvera pas dans le guide du rêve de Marie Coupal et on va le trouver dans le dictionnaire des rêves d'Isabelle Laurenti. Voilà. Hein, les bulles, elles évoquent les sentiments qui sont parfois légers ou peu durables et elles ramènent à l'enfance. Voir des bulles, un petit vous aime, faites attention à ces marques d'affection, faire des bulles, le flirt, crever des bulles, les chimères, etc. Donc, les interprétations sont données de manière beaucoup plus directe, beaucoup plus précise et les symboles sont même beaucoup plus précis que dans l'autre livre. Moi, je travaille avec les deux. Et quand je fais comme ça un rêve avec un symbole qui me paraît un peu bizarre, eh bien, je vais dans les deux et les deux se complètent beaucoup. Et si je ne le trouve pas dans le livre de Marie Coupal, eh ben, je vais dans le livre de Isabelle Laurenti. Voilà donc pour le dictionnaire des rêves. Donc, le rêve, on l'a dit, il était très important pour tous les symboles spirituels, prémonitoires qui nous sont donnés. Alors, je vais un petit peu vous décrire mon expérience du rêve. Il fut un temps où, justement, je tenais un journal de rêve et je ne faisais que ça. D'ailleurs, je n'avais pas de journal intime, je ne tenais pas la page du matin. Je tenais un journal de rêve et je le faisais assez souvent, pas tous les matins, parce qu'évidemment, quand on est pressé, on n'a pas le temps d'ouvrir son cahier pour noter. Mais enfin, j'ai vraiment noté un journal de rêve pendant pas mal de temps. Et ça m'a vraiment permis de travailler sur moi et de mieux comprendre certaines choses. Voilà. Alors, c'était assez brouillon, hein, c'était vraiment des choses, je faisais même des flèches, je rajoutais des choses dans la marge,
Bon, j'étais pas très au fait du soin parce que le rêve, il me venait comme ça et hop, il fallait que je le note pour pas l'oublier. Et parfois même, pendant la veille, je me disais, ah oui, mais c'est vrai, il y a ce symbole-là que j'ai pas noté. Et hop, je le notais tout de suite. Et donc, ça faisait quand même assez brouillon. Mais maintenant, quand je relis ces rêves, eh bien, je me dis que voilà, ils font partie de moi, c'est sûr, mais qu'ils avaient quand même beaucoup de choses à m'apporter sur le plan de l'évolution. Et par exemple, quelque chose qui m'a quand même, enfin, qui tient un petit peu à ma façon d'être dans la vie, c'est vrai, il faut bien le dire, et c'était un rêve qui était quand même assez significatif, pardon. Alors, par exemple, je l'ai fait dans la nuit du 25 au 26 avril 2002, donc vous voyez, ça remonte assez loin. Et j'ai marqué scène médiévale. Voilà, j'ai marqué ce titre. Je suis dans la chambre de ma sœur, puis je passe dans une vie antérieure et je me transforme en reine. Je suis une reine enceinte. Mon mari, le roi, va partir en longue guerre en croisade. Et il me donne des conseils pour fortifier le château au cas où des ennemis l'envahiraient. Il me montre des armes, couteaux, grilles, pointes de fer. La vue de ces armes me révulse. Et c'est vrai que c'est surtout ça qui m'a vraiment, qui m'avait vraiment frappé à cette époque-là. Je refuse de regarder les armes, d'écouter ce que mon mari me dit, ses conseils. Je ne pense qu'à mon état de femme enceinte, car je suis très heureuse ainsi. Je suis insouciante, je songe à mon bonheur, je ne tiens pas compte de ce qu'il me dit. Je ne vais pas faire ce qu'il me dit, non. J'ai autre chose à faire et puis de toute façon, voilà, je veux vivre tranquillement, je veux me reposer. Hein. Les soldats attendent mes ordres, les gardes attendent mes ordres, mais je m'en moque et je me laisse vivre. C'est vraiment cette impression de complètement abandonner la partie. Mais j'ai l'impression que le danger est là et me guette. Le château sera envahi par ma faute sûrement. Voilà. Et ensuite, j'entends dans le rêve ce bruit des combats, enfin ce bruit de l'armée qui arrive. Alors quand je me suis réveillée à ce moment-là, je me suis dit bah zut, c'est pas un rêve qui est en rapport avec ma vie. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce rêve. Et finalement, eh bien en travaillant avec des expériences de ma vie actuelle, j'ai découvert que j'évitais beaucoup de situations de conflit. Je voulais pas rentrer dans le conflit. Les gens qui étaient agressifs ou qui pouvaient attaquer, je les fuyais. Je les fuyais par peur et aussi par confort personnel parce que j'avais envie de préserver mon calme, ma tranquillité. Mais préserver son calme et sa tranquillité, c'était pas le bon plan parce que finalement le conflit allait arriver et beaucoup plus fort, beaucoup plus présent et beaucoup plus puissant que si je l'avais traité tout de suite. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est vraiment le type de rêve qui renseigne sur une attitude ou sur une réaction qu'on peut avoir dans la vie et qui nous crée des problèmes et qui peut-être date d'une vie antérieure, peut-être que non. Peu importe, de toute façon, là, l'essentiel, c'est ce que le rêve nous montre. Et il faut bien se dire que ce type de rêve, c'est vraiment un cadeau. Vraiment, c'est quelque chose qui nous est donné pour qu'on puisse grandir. Alors, je ne dis pas que j'ai totalement réglé ce problème, parce que je suis encore beaucoup dans la fuite des conflits, justement. Mais c'est peut-être ce rêve me permet justement de travailler ce défaut qui est dans ma vie et qui est toujours présent, hein, parce qu'on n'en a pas fini d'évoluer, d'apprendre dans l'existence. Et si on avait réglé tous les problèmes d'un coup, bah, ce serait bien facile. Voilà. Donc, voilà pour le journal de rêve. Alors, je voudrais parler du cas particulier qui est le cauchemar. Il faut bien entendu noter, même s'il nous fait très peur et si on se réveille en milieu de nuit avec le cœur battant, eh bien, il faut le noter avec tout ce qu'il a provoqué, justement, comme sentiment. S'il a provoqué la terreur, il faut noter terreur. S'il a provoqué la révulsion, noter révulsion. Le cauchemar, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la mise en garde, hein, c'est l'exutoire, c'est le rêve indispensable à la vie, c'est le rêve indispensable au recouvrement de la santé. Beaucoup de scientifiques disent que de toute façon, si on ne rêve pas, on meurt. Donc les gens qui n'ont pas de souvenir à leur état de veille du rêve, ils ont rêvé de toute façon, parce que si on ne rêve pas, on meurt. Et le rêve, ça nous permet justement
de nous maintenir en vie. Et le cauchemar, c'est ça. Ça nous permet de nous maintenir en vie. Et même si on fait le cauchemar de mourir, parce que ça peut arriver, eh bien, c'est justement l'instinct de survie qui frappe à la porte et qui nous dit attention, là, tu es dans une très mauvaise phase, tu es sur une très mauvaise route, il faut absolument réagir, parce que si tu ne réagis pas, là, tu vas mourir. Alors, ça peut pas mourir physiquement, ça peut être mourir moralement, mais voilà, le rêve nous montre ça. Alors, il faut noter les rêves pour ce qu'ils sont. Quand on note les rêves pour ce qu'ils sont, eh bien, ça veut dire qu'on s'accepte complètement, même dans ces parties les plus obscures, les plus sombres. Et c'est justement en éclairant ces parties les plus sombres qu'on va pouvoir évoluer et devenir plus lumineux, plus épanoui. Alors, en ce qui concerne le cauchemar, j'avais parlé de Dominique Laureau la dernière fois sur le journal. Eh bien, Dominique Laureau, toujours là, dans l'art des listes, où elle nous incite également à faire une liste de rêves faits la nuit. Elle nous dit qu'on peut transformer le cauchemar. Si celui-ci est beaucoup trop traumatisant, eh bien, on peut le transformer. Une fois que les images d'un rêve ou d'un cauchemar seront ordonnées, les contradictions réarrangées, après que vous aurez trouvé le moyen de faire coexister des sentiments contradictoires de manière harmonieuse, vous pourrez métamorphoser ces énergies négatives en une forme d'expression créative. Il vous suffira de trouver un titre au cauchemar pour qu'il devienne un poème. Si le cauchemar reste inachevé, inventez-lui une happy end. Par exemple, pour elle, elle dit « Je rêve que tu es près de moi. Des gens sont venus me chercher pour m'emmener. Ils rient, parlent fort, j'ai peur, j'ai peur. » Donc, tous ces inconnus-là qui sont là et qui visiblement veulent l'emporter, l'emmener quelque part. Je me réveille, je note le rêve et j'ajoute 2 lignes plus bas, mais là, c'est la fin qu'elle-même se crée pour atténuer le sentiment de terreur. Mais je sais que tu ne me laisseras pas partir, tu les auras fait fuir. Voilà. Donc, la présence de l'être aimé va permettre justement de faire fuir ces fantômes qui la terrorisaient tellement. Et le rêve, justement, on peut le transformer, on peut lui donner une suite, on peut inventer une suite à son rêve. Si on se retrouve par exemple en pleine forêt, pourquoi pas après faire un conte sur ce rêve. Qu'est-ce qu'on voit dans cette forêt? Le rêve a peut-être été coupé par le réveil, peu importe. On peut le continuer en pleine veille. Qu'est-ce qu'on voit dans cette forêt? Qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on rencontre? Des lutins, des fées? Quelle initiation on traverse? Donc le rêve, c'est vraiment aussi le tremplin de la création, justement. Et moi maintenant, c'est vrai que je ne tiens plus le journal des rêves comme je l'avais noté avant. C'est fini, ça, cette partie de ma vie. Oh, c'est pas grave. Cette partie de ma vie est, je fais plus comme ça. Maintenant, les rêves que je fais, eh bien, je les transforme en poèmes. Je les transforme en contes ou je les transforme en poèmes. Et voilà, il y a quantité de façons justement d'utiliser le rêve pour en faire une création artistique, esthétique. Et eh bien, j'ai pas besoin de dire également que le rêve fait partie de la poésie, que la poésie utilise beaucoup le rêve. Il n'y a qu'à songer aux surréalistes. Par exemple, André Breton, qui justement pouvait associer donc une machine à coudre avec un parapluie. Voilà, donc 2 objets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et puis qui s'assemblent et puis qui créent un tableau. Voilà. Et je voulais vous parler justement à ce propos donc d'un poète qui a beaucoup exploité le rêve. Donc c'est le Cahier noir de Jo Bousquet. Jo Bousquet, donc, qui est un poète d'influence surréaliste et qui a une destinée très particulière. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a été touché par une balle allemande à la colonne vertébrale le 27 mai 1918. Donc, il avait à peine 21 ans, tout jeune. Jo Bousquet va rester paralysé de la ceinture aux pieds jusqu'à sa mort en 1950. Et paralysé, il reste allongé dans le noir, dans un noir quasi complet. Il y avait juste un peu de lumière qui filtrait par la fenêtre. Il était tout le temps allongé, les volets clos. Et c'est là qu'il va écrire ses plus beaux textes. Et la nuit, cette nuit perpétuelle dans laquelle il est plongé, va justement lui permettre de s'ouvrir à tout un réservoir de rêves, de fantasmes et même de fantasmes érotiques, de fantasmes
sexuel. Et c'est au cours donc de ce voyage onirique qu'il va écrire le Cahier noir. Et il va rencontrer des femmes. Alors ça peut être des femmes réelles qui vont venir à son chevet pour s'entretenir avec lui de poésie, mais ça peut être aussi des femmes complètement inventées, imaginaires, avec lesquelles justement il va connaître en rêve cette aventure charnelle, cette aventure érotique qui va l'ouvrir à la poésie. Et Jo Bousquet donc a écrit ses plus beaux textes plongés dans le noir. J'avais parlé de Jacques Lucéran il y a dans quelques vidéos, cet aveugle qui a découvert d'autres formes, qui pouvaient associer les couleurs au son. Eh bien, Jo Bousquet, il était allongé dans le noir et c'est dans le noir justement qui s'est ouvert aux rêves et à tous les possibles. Et je vais vous lire par exemple un petit extrait. Il s'imagine, enfin il se voit devenir jeune fille. Je devenais jeune fille. On me fit sortir, voir des jeunes gens qui furent impuissants contre ton image. J'attendais ton retour. Il me semblait que tu te souviendrais en me voyant de la correction que tu m'avais infligée et que tu ne pouvais me voir que dans le souvenir de ma nudité. Chaque soir, au moment où je me dévêtais, c'est avec tes yeux que je me voyais. Je me sentais ainsi à travers l'autre écarquillée. Donc, ça va vraiment très, très loin puisque Jo Bousquet a le pouvoir de se voir à travers le regard de l'autre. Le regard de l'autre devient un miroir pour lui. Donc, le rêve vraiment nous permet d'explorer tous les possibles, tous les imaginaires et d'aller également au plus profond de soi. Il nous permet d'explorer toutes les profondeurs et toute la richesse des profondeurs. Alors, le journal du rêve, vous pouvez vous acheter un petit carnet, vous pouvez vous acheter un cahier doré, enfin avec des images aussi qui permettent justement après de diriger vos rêves la nuit, parce qu'on peut suggérer ses rêves. Comment tenir un journal de rêve, tout ça c'est très personnel. Mais ce qu'on conseille, Nicole Gratton conseille justement de noter le titre, de noter les symboles, de noter la scène, de noter les sensations qu'on a éprouvées, les sentiments, et puis après, de laisser ça de côté, et puis après d'y revenir, pourquoi pas, pour réécrire le rêve, soit pour le changer s'il est vraiment trop négatif, soit justement pour analyser ce qu'il nous délivre. Et on peut partir également de ce rêve comme élément déclencheur pour tenir son journal ou pour écrire ses pages du matin. Voilà. Donc la vidéo était un peu longue, j'ai fait un petit peu le tour du rêve. En tous les cas, tout ce que je peux dire, c'est que le rêve éclaire le jour, que le rêve permet d'éclairer nos veilles, de mettre de la lumière dans nos journées, et que le rêve nocturne, il nous permet également de développer nos rêves de vie, nos idéaux, nos véritables valeurs d'existence. Voilà. Donc, il y a le rêve de jour, les projets, ce qu'on veut accomplir dans 1 an, 10 ans. Et puis, il y a le rêve de la nuit qui va nous mettre sur ce chemin, qui va peut-être nous montrer si cet idéal, enfin, si ce projet de vie est possible ou pas. Donc, c'est vraiment la partie la plus importante de nous, cet inconscient ou cet océan dont parle Jung. Donc, ma vidéo est pratiquement finie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous souhaite de rêver beaucoup cette semaine et puis de vivre vos rêves. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.